Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans les 3 prochaines sessions qui viennent, on va commencer à parler plus du gouvernement, pas seulement de ce que fait le gouvernement vis-à-vis des gens, mais du fonctionnement en fait, du gouvernement, comment fonctionnent les gouvernements dans les pays les plus pauvres, quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de ces fonctions. Et donc aujourd'hui, je veux commencer par les impôts. Alors vous êtes peut-être vous demandé pourquoi. Vous venez écouter un cours sur les impôts, ça a l'air d'un sujet un peu aride. Donc je vais commencer par essayer de vous persuader pourquoi c'est un sujet important. D'abord, en fait, c'est vrai que dans l'économie du développement, jusqu'à assez récemment, il y avait peu de travaux sur les finances publiques, sur les impôts. Donc si votre instinct c'était « ah bon, c'est pas vraiment les sujets auxquels on a l'habitude », oui, la santé, l'éducation, ça fait sens. Mais les impôts, vraiment, en fait, vous n'avez pas tort, puisque c'est vraiment quelque chose auquel même les chercheurs ont commencé à s'intéresser relativement récemment, seulement il y a quelques années. Il y a toujours des gens qui s'y intéressaient, des précurseurs, mais c'est devenu vraiment un sujet très vibrant avec beaucoup de recherches récentes depuis quelques années. Alors pourquoi faut-il s'intéresser aux impôts? Pourquoi c'est extrêmement important de s'intéresser aux impôts? D'abord parce que sans les impôts, tout ce dont on a parlé jusqu'à maintenant, les biens publics dont on a parlé, eh ben, il n'y a pas d'argent pour le financer. On va voir que parfois, dans nos capitales du Nord, on a l'impression que en fait, les pays les plus pauvres sont plutôt financés par l'aide extérieure, donc finalement les impôts sont moins importants, mais ce n'est pas vrai. Le budget de l'aide extérieure l'aide extérieure ne représente qu'une part minimale du budget de beaucoup de pays où il y a beaucoup de gens pauvres. Même dans les pays africains les plus pauvres et les plus petits, la fraction du budget qui représente l'aide n'est pas si importante que ça. Donc la plupart des ressources qui sont à disposition des gouvernements sont levées par eux-mêmes. Pas forcément directement par ce qu'on pense sur les impôts, mais qui sont des ressources propres. Donc sans impôts, pas de biens publics. Deuxième chose, parce que la politique fiscale est quand même l'instrument numéro 1 pour lutter contre les inégalités, idéalement en redistribuant des personnes les plus riches dans une société vers les personnes les plus pauvres dans une société. Et les propriétés du système fiscal en termes de capacité redistributive ne sont pas évidentes et dépendent du fonctionnement de ce système. Donc, ce qui importe, pourquoi s'intéresser aux impôts, ce n'est pas seulement le niveau que les pays arrivent à lever, mais aussi la répartition et en particulier le caractère progressif ou non de ce système. La troisième chose, c'est en lien avec ce qu'on a vu la semaine dernière sur les entreprises. On a vu qu'il y avait beaucoup d'entreprises dans le secteur informel. Une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup d'entreprises dans le secteur informel, c'est parce que ce secteur est taxé différemment que le secteur formel. Donc, selon les régimes fiscaux, on peut avoir des incitations pour les entreprises à se mettre plutôt dans un secteur de l'économie que l'autre, avec des conséquences sur la manière dont fonctionnent ces entreprises, la protection des employés, etc., dont on pourra parler aussi. Et finalement, parce que quand on lève, alors pour l'instant on va peut-être le mettre avec un point d'interrogation, mais c'est quelque chose que je vais essayer de vous démontrer, quand on lève des impôts auprès des contribuables, on augmente la redevabilité vis-à-vis des contribuables en question, et donc l'intérêt que les contribuables ont, que l'argent soit bien dépensé, que les politiques soient réalisées comme prévu, etc. Donc on va commencer par s'intéresser à ces 4 sujets, pour justifier pourquoi il faut s'intéresser à l'impôt. Puis ensuite, on parlera de comment les pays pauvres arrivent à lever des impôts. Est-ce qu'ils pourraient en lever plus ou le faire de manière plus juste? Alors, les biens publics, c'est l'éducation, c'est la santé, c'est la redistribution, la protection contre les catastrophes naturelles. Pour ça, il faut des budgets pour les gouvernements. Or, les pays pauvres, c'est une caractéristique bien connue, les pays pauvres lèvent moins d'impôts au total, tous les impôts compris,
que ce soit les impôts indirects comme la TVA ou les impôts directs comme l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les corporations, les firmes, si vous mettez tout ça ensemble, les pays pauvres lèvent beaucoup moins d'impôts que les pays riches. Vous prenez un pays comme la France qui lève presque 50% de son PIB en recettes fiscales, et vous comparez ça à des pays d'Afrique qui sont souvent à moins de 20% de leur PIB en recettes fiscales. Donc c'est en fraction du PIB, donc c'est pas évidemment, comme les PIB sont aussi plus faibles, c'est aussi moins d'argent. Vous voyez ici que les pays sont rangés par revenu, donc par revenu de 6 à 11, par groupe de revenus. Plus les pays sont riches, plus ils arrivent à lever d'impôts, avec des exceptions des deux côtés, comme les États-Unis par exemple, qui ne lèvent que 25% de leur PIB en recettes fiscales, et à l'autre extrême, les pays scandinaves qui lèvent au-dessus de 50%. Mais en général, les pays pauvres lèvent moins de ressources que les pays riches. Beaucoup moins. C'est pas marginal, c'est vraiment beaucoup. En fraction du PIB, entre 1,5 et 2 tiers. Et donc, forcément, comme ils lèvent moins, et que ce n'est pas compensé comme par exemple, l'aide extérieure, c'est la deuxième colonne, la ODA, ils dépensent beaucoup moins. Donc là, avant, je vous avais mis en fraction du PIB, mais maintenant, on peut mettre en termes des dépenses publiques. Avant, je vous avais ce que les pays arrivent à lever en termes de PIB, et du coup, ce qu'ils dépensent, bon, en plus de ce qu'ils arrivent à lever, il y a d'autres sources de revenus, comme par exemple l'aide extérieure, mais ce n'est pas compensé par l'aide extérieure. Comme les pays pauvres lèvent moins, ils dépensent moins. Et donc, en fraction du PIB, les pays pauvres, vous voyez, l'Afrique dépense beaucoup moins que les pays riches. Là où un pays comme la France, par exemple, dépense plus de 40% de son PIB, près de 50% de son PIB en biens publics divers et variés. Donc, c'est l'éducation, c'est la santé, c'est l'armée aussi, l'assurance sociale, très important. Les pays les plus pauvres dépensent entre 10 et 20%. Donc, ça a des conséquences directes sur ce qu'ils peuvent dépenser. Et comme les pays comme les pays pauvres sont aussi plus pauvres, donc ils dépensent moins en fraction de leur PIB que les pays riches, et ils ont un PIB plus faible. Donc, si vous multipliez les deux, les écarts de dépenses entre les pays riches et les pays pauvres sont colossales. En fait, les gouvernements des pays pauvres sont vraiment affamés de ressources. Donc, on compare ici, c'est des données du WIL, World Inequality Lab, et en particulier qui m'ont été partagées par Amaury Guettin, que je remercie. Elles seront bientôt publiques, elles ne le sont pas encore tout à fait. Vous voyez en rouge plusieurs pays d'Afrique qui dépensent entre 0 et moins de 500 dollars par habitant et par an, alors que vous voyez la Suède, le Danemark, etc., qui dépensent entre 30 000 et 60 000 dollars par habitant et par an. Donc les différences ne sont pas du tout marginales. C'est pas du tout... Effectivement, je vous ai montré jusqu'à maintenant... par exemple, que les enfants, le niveau d'éducation est plus faible dans les pays pauvres que dans les pays riches, etc. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut mieux faire avec l'argent qu'on a, mais enfin, quand même, au premier ordre, il n'y a pas assez d'argent pour faire tout ce que ces pays devraient et voudraient faire pour leurs habitants. Et les différences sont vraiment remarquables. C'est vrai que si on réfléchit dans sa tête, sous sa douche, à ce genre de problème, on se dit oui, forcément, ils ont moins d'argent. Mais à ce point-là, ce n'est pas forcément clair, à quel point les pays... Du coup, forcément, ils dépensent moins en général, donc ils dépensent moins sur la santé. Vous voyez tous les pays pauvres dans ce petit coin-là. On peut le voir sur une carte. En termes de santé, quasiment toute la totalité du continent africain dépense moins de 100 dollars par personne et par an pour la santé, en comparaison avec entre 3 000 et 7 000 quasiment dans toute l'Europe
de toute la communauté européenne, l'Angleterre, les États-Unis, le Canada, l'Australie. Donc, premier exemple. Deuxième exemple, même carte pour l'éducation, à nouveau entre 0 et 100 dollars dans la majorité du continent africain, contre entre 3 000 et 7 000 dans les pays les plus riches. Donc, premier ordre, c'est logique, c'est simple, comme bonjour. Mais s'il n'y a pas d'argent, ben, on peut moins faire en termes des services publics. Donc, en tant qu'économiste développement, il paraît être du premier ordre de se préoccuper de comment les pays les plus pauvres peuvent mobiliser de l'argent, sachant que l'argent ne leur vient pas de la redistribution du reste du monde, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Ça, c'est donc le premier point. Le deuxième point, c'est les inégalités. Alors, les inégalités ne sont pas l'apanage, malheureusement les inégalités entre citoyens ne sont pas l'apanage des pays riches. On voit que même dans les pays pauvres, en particulier par exemple dans toute cette moitié sud de l'Afrique, quasiment toute l'Amérique latine, l'Inde a des niveaux d'inégalité qui sont extrêmement élevés. Donc, c'est aussi des données qui nous viennent de la World Inequality Database, du même laboratoire à PSE, qui calcule, utilisant essentiellement des données fiscales, la part du revenu national qui va aux 10% les plus riches. Et on voit que cette part est très importante, entre 52 et 65% dans un certain nombre de pays très pauvres, donc en Afrique, en Inde, en Amérique latine. Encore plus élevé que ce qu'on peut trouver aux États-Unis, par exemple. Donc ce n'est pas parce que les gens sont pauvres qu'ils sont tous également pauvres. Par exemple, pour donner un exemple d'Indonésie, au 10e centile, donc la personne, le 10% la plus riche, les gens vivent avec 1 dollar par jour et par personne, et au 90e centile, avec 5 dollars par jour et par personne, donc 5 fois plus, donc il y a de la place pour la redistribution entre ces deux personnes. Donc du coup, comme il y a de la place pour cette redistribution, de même que dans les pays riches, la même question se pose. Dans quelle mesure le système fiscal contribue à résorber ces inégalités ou pas? Et alors là, ce qui est frappant justement sur la caractéristique des systèmes fiscaux, si on les prend tous ensemble, c'est-à-dire on accumule l'impôt sur le revenu, la TVA, etc., tous les impôts directs et indirects, ça c'est des graphes qui ont été faits par la Banque mondiale, qui montre que, donc là c'est la personne de la plus pauvre jusqu'à la plus riche, donc du décile 1 jusqu'au 10e décile, en fonction de... c'est les pays. Les pays sont rangés du 1er au 10e décile, et ensuite les personnes sont à revenus élevés, intermédiaires, inférieurs, revenus faibles. Dans les pays les plus riches, les personnes les plus pauvres, donc ça c'est les pays riches en bleu, dans les pays riches en bleu, les personnes les plus pauvres reçoivent plus du système fiscal qu'ils ne contribuent. Donc leur revenu post-taxe est à peu près 160% de leur revenu pré-taxe. C'est normal, c'est ce qu'on attend d'un système fiscal redistributif, alors que les plus riches contribuent plus au système fiscal que ce qu'ils ne reçoivent. Ils reçoivent quand même des choses, mais ils reçoivent moins, par exemple les allocations familiales qui ne dépendent pas du revenu, etc. Mais ils reçoivent moins que ce qui contribue. Donc le système fiscal est redistributif. Dans les pays les plus pauvres, les personnes les plus pauvres, même la personne la plus pauvre de l'économie, contribue plus au gouvernement qu'il ne reçoit. Et dans les pays riches, la courbe a une pente très négative, donc plus on est pauvre, plus on reçoit du système, c'est normal, c'est ce qu'on voudrait, un système redistributif. Dans les pays les plus pauvres, elle est quasiment plate. Donc le système n'est absolument pas redistributif, et même les plus pauvres contribuent au pot commun. Donc la question pour les pays pauvres, ce n'est pas seulement un système d'impôt qui lève plus pour pouvoir faire plus en général, mais aussi qui le fait de manière à redistribuer, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. C'est la redistribution. On compte à la fois dans les transferts fiscaux, à la fois les impôts, ce que les gens payent au système, et ce qu'ils reçoivent directement en termes de subventions ou de transferts directs. Et justement, ça reflète le fait que
jusqu'à assez récemment, la protection sociale n'était pas particulièrement développée dans les pays pauvres, et même aujourd'hui, elle n'est pas extrêmement développée. Donc, dans les pays riches, le système fiscal redistribue vers les pays pauvres en net, vers les personnes pauvres, alors que dans les pays riches, dans les pays pauvres, ce n'est pas le cas. Donc, ça peut changer. Alors, pourquoi c'est comme ça? Alors là, on rentre vraiment dans les détails de ce qu'est le budget d'un gouvernement, d'où vient l'argent des gouvernements. Alors d'abord, il a des revenus, puis il a des bourses, des dons qui lui sont faits, et puis ses revenus, donc là c'est par exemple l'aide extérieure, et puis ces revenus sont des revenus qui ne viennent pas des impôts, par exemple le seigneurage qui est dû à l'inflation, puis il y a là des impôts, et puis dans les impôts il y a des impôts directs et les impôts indirects. Les impôts directs, c'est par exemple votre impôt sur le revenu, c'est aussi l'impôt sur les entreprises, c'est l'impôt que vous payez sur votre maison, etc. Donc il y a des impôts directs qui vont à la municipalité ou qui vont directement au gouvernement. Puis il y a les impôts indirects, comme les taxes d'importation ou la TVA. Et puis, à nouveau, ça se sépare. Donc, justement, les impôts indirects, essentiellement, c'est la TVA les droits de douane. Les impôts directs sont les taxes sur les individus et les taxes sur les corporations. Donc, maintenant qu'on a ça en tête, parce que je vais vous parler beaucoup d'impôts sur le revenu, de TVA, etc., vous voir quel est ça, c'est le paysage total d'où viennent les recettes de l'État. Alors, comment ces recettes se répartissent différemment dans les pays les plus riches par rapport aux pays les plus pauvres? Alors, on voit ici, donc, en fraction du revenu, pour l'OCDE, ou les pays riches qui sont à l'extérieur de l'OCDE, les pays bas et moyens revenus et les pays les plus pauvres, les différents types d'impôts. Le premier point, vous voyez, on en a déjà parlé, c'est que les pays pauvres lèvent moins d'impôts que les pays riches. Donc en moyenne, 2 tiers, un demi à 2 tiers par rapport aux pays riches. Deuxième chose, la taxation porte plus dans les pays pauvres, proportionnellement, porte plus sur les entreprises que sur les particuliers. Donc c'est la corporate income tax, c'est ça, c'est la taxe sur les entreprises. On voit qu'il lève moins, mais proportionnellement à l'ensemble de la colonne, c'est plus que là. Donc les entreprises sont plus directement imposées que les particuliers. Et les taxes indirectes sont plus importantes dans les pays pauvres, donc en particulier la TVA, proportionnellement, est beaucoup plus importante. Les droits de douane aussi sont plus importants en proportion du revenu. Donc on a des impôts qui pèsent plus. L'impôt sur le revenu, tel qu'on le connaît, est une partie relativement faible du dispositif fiscal. Proportionnellement, l'impôt sur la TVA, l'impôt sur la consommation est plus important, et les droits de douane également. Donc c'est quelque chose qu'on peut aussi voir de manière graphique. Donc le poids des taxes indirectes, comme la taxe sur la consommation, la TVA, les imports, augmente en fonction du revenu du pays. Donc les pays riches les utilisent assez peu en comparaison du reste. Et au contraire, l'impôt sur le revenu augmente, est plus important dans les pays riches que dans les pays à moyen revenu ou à faible revenu. Donc ça, c'est un premier point. Et on verra un petit peu plus loin que cette structure même de l'impôt est responsable d'une partie du fait que le système est moins progressif dans les pays pauvres. Pourquoi ? Parce que l'impôt sur le revenu, il peut être imposé de manière progressive. Donc, plus on paye, plus l'impôt est élevé, en tout cas sur les tranches. L'impôt est en général par tranche. Donc l'impôt sur les tranches supérieures de revenus est plus élevé. Et puis de toute façon, tous les pauvres peuvent être directement, en dessous d'un certain revenu, on n'est pas du tout imposé. Donc l'impôt est progressif, c'est le cas en France par exemple, dans tous les pays qui ont un impôt sur le revenu essentiellement, presque. L'impôt est progressif. Pas forcément on pourrait avoir un impôt plat, il y a beaucoup de gens qui le demandent, qui s'en font les avocats, mais en général, quand même, on se sert du fait qu'on a un impôt sur le revenu pour le rendre progressif, d'imposer plus les tranches élevées.
De même, on peut avoir des impôts sur la propriété qui ne s'appliquent pas en dessous d'un seuil très élevé de propriété ou qui sont progressifs. Pareil sur tous les impôts directs. Alors que quand on a un impôt comme la TVA ou un impôt sur la consommation qui porte sur ce que les gens achètent, on peut exclure certains biens de consommation courante, alimentaire par exemple, mais forcément c'est un peu brut et plus les gens sont riches, plus ils consomment de ces certains biens, donc même quand on les exclut, ce n'est pas forcément clair que la progressivité peut être là. Donc les impôts indirects sont forcément moins progressifs que les impôts directs. Dans les pays pauvres, c'est un peu favorisé par le fait qu'une grande partie de ce que les gens consomment ne transite pas par le marché, en particulier quand ils sont très pauvres. Donc plus les gens sont pauvres, plus ils consomment des produits qui ne transitent pas par le marché et donc qui sont exclus, qui ne sont pas dans le filet de la consommation, que de la consommation qui peut être taxée. Par exemple, si un fermier se fait pousser lui-même ses légumes et les vend pas, il n'est pas imposé forcément sur ses légumes. Donc quand on regarde par exemple au Rwanda ou ici au Mexique, la fraction du budget des ménages qui échappe complètement au système des impôts parce qu'il est informel, comme ça, sur des marchés ou tout seul, on voit que plus les gens sont riches, plus cette fraction est faible, et plus ils sont pauvres, plus cette fraction est informelle. Donc du coup, ça aide un petit peu à ce que la TVA, même si elle est appliquée de manière uniforme sur tous les produits, soit moins régressive qu'elle ne soit autrement. Mais quand même, au total, si on regarde la progressivité de l'impôt, donc ça c'est la fraction du revenu total qui est payé en impôts. Dans les pays de l'OCDE, juste en regardant les impôts directs, puisque l'OCDE ne fait pas le calcul pour les impôts indirects, dans les pays de l'OCDE, on voit une très forte progressivité du système fiscal direct, qui est une partie importante du dispositif fiscal dans les pays de l'OCDE. Donc les gens les plus pauvres dépensent très peu, le premier décile, très peu en impôts, tandis que les gens les plus... Et en plus, ils reçoivent comme on a vu avant, ils reçoivent des transferts directs qui compensent. Enfin, il y a une très forte progressivité des impôts payés, alors que dans les pays les plus pauvres, et en général dans les pays à haut revenu, même l'impôt indirect l'impôt direct est progressif, l'impôt indirect est régressif, parce que les gens consomment plus de produits imposés. Dans les pays à bas revenus, l'impôt indirect est moins régressif pour les raisons dont je parlais avant, c'est-à-dire comme beaucoup de ce qui est imposé de ce qui est consommé par les gens ne transite pas par le marché, c'est pas taxé. Bon, donc c'est un petit peu progressif, mais quand même très peu progressif par rapport à l'impôt direct. Et même l'impôt direct est moins progressif que dans l'OCDE. Donc au total, le système de fiscalité dans les pays pauvres est très peu progressif, en particulier à cause de cette domination de l'impôt indirect qui est difficile de rendre progressif. Alors, dernière raison pour laquelle on voudrait réfléchir aux impôts, c'est que cette domination, par exemple, de la TVA, cette domination de l'impôt, le fait que l'impôt, dans la mesure où il est levé essentiellement sur les entreprises, crée des raisons pour toute une partie du secteur de décider de rester informel et donc crée des distorsions dans l'économie où on va avoir des entreprises qui vont choisir de rester informelles au lieu de devenir formelles. Or, dès que les entreprises sont informelles, il y a plein de choses qui sont faites différemment. Donc, par exemple, si elles sont informelles, il n'y a pas d'inspection des conditions de travail pour leurs employés, les employés ne sont pas protégés, ils ne reçoivent pas d'assurance santé, ils ne reçoivent pas d'assurance des accidents, les conditions d'hygiène, etc. sont pas vérifiées. Donc là, j'ai mis deux photos d'entreprises alimentaires, voilà, une plus informelle et une plus formelle, et on voit, c'est juste pour un petit peu illustrer les conditions de travail qui sont liées à la formalité, donc on a un petit peu parlé la dernière fois. Donc pour montrer qu'effectivement c'est le cas, que la TVA, par exemple la TVA mène les entreprises à faire des choix différents, on peut regarder le cas du Brésil,
un article sur le Brésil qui regarde la taille des firmes qui sont la taille des entreprises. Et au Brésil, pour être soumis à la TVA, pour qu'une entreprise soit soumise à la TVA, il faut qu'elle soit au-dessus de ce seuil de 3600 milliers de reais. Et tout d'un coup, juste à la droite de ce seuil, il y a beaucoup de moins de gens. Donc il y a un gros pic de firmes qui décident de rester exactement à gauche du seuil de formalité. Donc il y a une bonne chance que ce soit largement du reporting, mais ça aussi peut, ou dans une certaine mesure, peut-être les firmes restent petites pour ne pas excéder ce seuil, pour ne pas avoir payé le seuil. Ce qui est quand même intéressant, c'est que même dans les petites entreprises, il y a quand même une fraction non négligeable des entreprises, près de 60%, qui sont quand même inscrites, donc qui volontairement s'inscrivent au registre de la TVA. Alors pourquoi ils le font? Ça pourrait être par esprit public, collectif, mais plus probablement, c'est parce qu'il y a un autre phénomène qui est important, c'est que les entreprises qui payent la TVA préfèrent commercer avec des entreprises qui payent également la TVA. Pour des raisons qui vont être claires dans une minute, c'est-à-dire pour pouvoir déclarer mes achats à une autre entreprise et les déduire de mes profits, j'ai besoin que cette entreprise soit aussi enregistrée à la TVA. Donc du coup, il y a un deuxième phénomène qu'on observe, c'est une ségrégation des chaînes de production d'entreprises entre les entreprises TVA et les entreprises pas TVA. Donc là, il y a des chances que ce soit ça. Dans deux pays, il y a deux études différentes qui ont étudié ce phénomène, au Brésil et au Bengale occidental, en Inde. Et ce qu'elles regardent, c'est est-ce que c'est effectivement le cas que les entreprises qui sont inscrites à la TVA préfèrent avoir des transactions avec les entreprises qui ne sont pas inscrites à la TVA. Et ce qu'elle montre, c'est que, donc ça c'est la fraction de ce qui est des achats des entreprises, donc tous les inputs qu'ils achètent. Donc, par exemple, si c'est une entreprise qui fabrique des robes, la fraction du tissu qu'ils achètent, qui viennent d'autres entreprises qui sont elles-mêmes enregistrées à la TVA, versus d'entreprises qui ne sont pas enregistrées à la TVA. Et ils regardent des entreprises qui, à cette période 0, là, au moment où de la ligne blanche verticale, décident de passer à la TVA, ou passent à la TVA pour une raison ou pour une autre, change de régime, passe à la TVA. Et donc, quand l'entreprise change de régime, donc la violette passe du système TVA et passe de pas TVA à TVA, et tout d'un coup, elle a plus d'intrants qui viennent de firmes qui elles-mêmes sont inscrites au registre de la TVA. Inversement, la jaune, elle a fait l'évolution inverse. Elle est passée du régime TVA au régime pas TVA, peut-être parce qu'elle a diminué de taille. Et tout d'un coup, elle achète moins d'intrants qui viennent d'entreprises soumises à la TVA. Même exacte chose au Bengale, ici, où on passe les entreprises rouges et celle qui est passée à la TVA. Les entreprises bleues sont celles qui sont sorties de la TVA. Donc, on a une ségrégation des chaînes. La dernière fois, quand on parlait d'entreprises, on parlait de réseaux, on parlait d'entreprises qui sont en réseau en elles-mêmes. Et les entreprises qui sont les plus importantes, qui sont peut-être celles qui sont connectées au marché international, qui sont celles qui ont accès à l'innovation, ne vont faire des transactions qu'avec des entreprises qui elles-mêmes payent la TVA, laissant de côté tout un autre secteur. Donc il y a une efficacité là aussi d'avoir des systèmes séparés en deux, juste pour des raisons en fait administratives. Donc trouver les moyens de mettre tout le monde dans le même régime, ça évite cela aussi. Quatrième point dont je voulais parler sur pourquoi il faut s'intéresser aux systèmes fiscaux pour les améliorer,
c'est l'idée que d'avoir une partie plus grande du budget qui est payée par les impôts d'une manière dont les gens se rendent compte. La TVA, les gens la payent, mais ce n'est pas très visible. Et certainement, quand l'argent vient des droits de douane, etc., ce n'est pas du tout visible. Qu'est-ce qui se passe quand les gens se rendent compte que c'est leurs impôts qui payent les biens publics? Donc, cet article, il y a un article très intéressant de Lucy Gaden au Brésil qui s'appelle Taxe-moi, mais fais attention à ce que tu dépenses. Tax me, but spend wisely. Elle compare pour des municipalités au Brésil. Les mêmes municipalités ont accès à différents types de revenus pour payer leurs dépenses. D'une part, des dotations, des subventions qui leur viennent directement du gouvernement central et qui sont une fonction mécanique de la taille. En fonction de leur population, elles reçoivent des subventions blocs dont elles font ce qu'elles veulent. Et par ailleurs, elles ont aussi la possibilité de collecter leurs propres revenus, en particulier les impôts sur la propriété, comme en France, qui vont largement à la municipalité et qu'elles dépensent comme elles veulent. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle compare l'effet des deux types de sous. En principe, donc tout ça va dans le même pot. La municipalité a le contrôle total sur les deux sources de revenus une fois que l'argent arrive dans leur budget. Donc on devrait penser qu'un sou est un sou et qu'il est dépensé à peu près de la même manière. Et en fait, elle étudie l'effet d'une augmentation d'un certain type de revenu par rapport à l'autre. Alors, pour ça, il lui faut une stratégie empirique pour les deux types de revenus. Pour le revenu, pour les transferts qui viennent du gouvernement, les subventions qui viennent du gouvernement, elle va exploiter le fait qu'à des seuils de population distincts, tout d'un coup, les revenus augmentent, les transferts, les subventions augmentent de manière discrète. Il y a des sauts dans ce qui est donné à la population. Donc, on peut regarder à gauche et à droite de ces sauts, un tout petit peu plus de population, un tout peu moins de population, ça fait une augmentation assez significative des revenus. On peut regarder, est-ce que du coup on voit des effets de ces augmentations sur les dépenses. Donc ça c'est d'un côté. Pour les impôts, elle examine un programme qui s'appelle PMAT, donc Programme de modernisation de l'administration fiscale. En français peut-être ça pourrait faire PMAF, mais on va garder l'acronyme portugais, qui est quelque chose dont on va parler beaucoup, c'est-à-dire un programme pour aider les municipalités à moderniser et à améliorer leur capacité de lever de l'argent. Donc en particulier, au lieu d'avoir... donc les registres de propriété sont en général très anciens, il faut que les municipalités puissent les mettre à jour, que c'est pas forcément informatisé, donc ça les aide à informatiser. Enfin, c'est tout un ensemble de services qui leur est proposé, qui est proposé aux municipalités pour moderniser leur administration fiscale. Donc, voyons les effets des deux. Alors, d'abord, l'effet les transferts, les subventions qui viennent du gouvernement central. Vous voyez sur le graphique de gauche, c'est un peu petit, mais on voit les petits sauts de combien ils gagnent en réel. On voit des petits sauts à chaque seuil de population. Alors, c'est tout petit, donc là, le deuxième dessin du milieu, ça donne l'effet moyen d'un saut. Donc quand on passe de juste à gauche d'un seuil, par exemple, c'est 10, il y a des seuils de population, donc c'est par exemple, c'est en milliers de gens, donc c'est 70 000, 80 000, 90 000, etc. À chaque fois, on a un petit saut. Et là, elle agrège tous les petits sauts. Donc à chaque fois qu'il y a un petit saut, hop, il y a aussi un saut de dépenses, un saut de recettes. Tout d'un coup, le budget augmente de manière discrète. Et ensuite, elle regarde la qualité des infrastructures d'éducation. Pourquoi elle a choisi l'éducation? D'une part parce que c'est important, d'autre part parce que c'est le plus gros budget des municipalités, dans le cas du Brésil en tout cas, et finalement parce que c'est assez facile de mesurer la qualité, c'est directement sous leur contrôle, la qualité des bâtiments, etc. Et on voit, donc là on voit un gros saut de recettes, mais pas du tout de saut de qualité de l'éducation.
Donc, soit le budget n'a pas été dépensé sur l'éducation, soit il a été dépensé, mais de telle sorte que ça ne se voit pas, en tout cas, sur la qualité des infrastructures d'éducation. Donc ça, c'est pour les transferts, les subventions qui viennent du gouvernement central. Maintenant, pour les subventions qui viennent du gouvernement, pas les subventions justement, pour les revenus qui viennent d'avoir levé des impôts, ce qu'elle va comparer, c'est des municipalités qui ont déjà eu accès au transfert, au programme PMAT. Première chose qu'elle montre, c'est que ça leur permet de gagner beaucoup d'argent au fur et à mesure. Donc là, on compare quelques années après, quelques mois, puis quelques années, donc en mois, après avoir reçu le programme, on voit les recettes fiscales augmenter par rapport aux départements, aux municipalités qui n'ont pas encore reçu le programme. Donc une municipalité donnée qui reçoit le programme à 0, avant 0, il est très comparable aux autres municipalités, et à partir de 0, on voit les revenus fiscaux qui font que augmenter, ce qui est un signe que ce programme-là est efficace. On va venir sur les détails de comment ce type de programme marche dans une seconde, mais pour l'instant, il suffit que vous reteniez ça, le programme réussit à faire augmenter les impôts. Et ensuite, de la même façon qu'on avait fait une méthodologie empirique en miroir pour les subventions du gouvernement et l'effet sur les infrastructures d'éducation, on va faire la même méthodologie en miroir pour les effets du programme PMAT sur les revenus versus les effets du programme PMAT sur la qualité des infrastructures d'éducation. Et là, on ne trouve pas du tout comme au graphique précédent où il n'y avait pas du tout d'effet sur l'éducation. On voit des effets exactement parallèles. Donc il semble qu'au contraire des subventions directes du gouvernement central, les impôts sont dépensés en dépenses d'éducation qu'on voit concrètement dans le bâti. Donc c'est un signe que il y a probablement un contrôle meilleur des contribuables quand justement il s'agit de leur argent. Mais enfin, c'est un peu indirect parce qu'on voit le résultat, mais on n'a pas de démonstration directe qu'effectivement les contribuables de ces municipalités brésiliennes vont au conseil municipal, etc., pour vérifier que les choses se fassent. Donc il y a une autre étude, et en fait ce qui fait partie d'une série d'études sur la République démocratique du Congo, une grosse ville de la République démocratique du Congo, Kananga. Il y a une équipe de recherche qui a fait une série de projets pour les aider à lever un peu d'impôts fonciers sur la ville. Donc voilà la ville de Kananga. Et dans la première expérience qu'ils ont fait, quand ils sont arrivés à Kananga, 0,1% des propriétaires payaient la taxe foncière. Ce n'est pas une taxe très élevée, mais enfin, il y a une taxe foncière qui existe, mais personne ne l'a payée. Donc, la première expérience qu'ils ont faite, c'est qu'ils ont laissé le groupe de contrôle tel qu'il était, c'est-à-dire en principe, quand vous avez une propriété, il faut aller au bureau, payer les taxes, mais si vous ne le faites pas, en même temps, personne ne va vous voir, vous faire payer les taxes, donc du coup, personne ne les paye. Et donc la première expérience qu'ils ont fait, c'est simplement de faire un peu un appel aux gens, d'aller les voir porte à porte et leur dire « mais vous savez, vous êtes imposables en fait, donc si vous voulez bien payer vos impôts, vous pouvez ». Et donc ce gars-là, il est en train de demander aux gens, aux personnes s'ils veulent bien payer leurs impôts. Et c'est vraiment, il n'y a pas de pénalité si les gens ne le font pas, etc. Donc c'est un peu... quasiment une contribution volontaire, mais enfin, c'est quand même des impôts, donc ils sont censés le faire, et là, il vient leur demander s'ils veulent payer les impôts. S'ils acceptent, donc de toute façon, qu'ils veuillent ou pas payer leurs impôts, ils reçoivent tous un numéro d'identification qui permet progressivement de construire un registre qui va être utile quand même par la suite. Mais dans cette première expérience, donc, ils leur donnent leur numéro, puis ils leur demandent de payer leur impôt, et s'ils acceptent, ils payent immédiatement, ils reçoivent un reçu, puis c'est bon, c'est fini, ils ont payé leurs impôts. Et s'ils n'acceptent pas, ça s'arrête là aussi. Parce que pour l'instant, ce n'était pas encore
C'était pas encore, ils n'essayaient pas vraiment d'aller jusqu'au bout de leur pensée, disons. Donc, quel est l'effet de cette mesure? On passe donc de 0,1% de gens qui payent leurs impôts à 12%. Donc, c'est pas mal quand même, puisque c'est à nouveau une espèce d'appel un petit peu volontaire. Et ensuite, donc ça c'est le premier point. Mais deuxième point, parce que l'intérêt de cette étude, c'était pour montrer justement qu'une fois que les gens payent leurs impôts, ils deviennent plus intéressés de ce qui se passe. Donc on pourrait juste leur demander, mais si on leur demande, il y a le risque que... c'est des gens qui manifestement veulent faire plaisir, puisqu'on leur demande de payer leurs impôts, ils payent leurs impôts. Donc si ensuite une personne d'une équipe d'enquête leur demande « Est-ce que vous vous intéressez à ce que fait le gouvernement ?» Ils vont dire « Oui, je m'y intéresse beaucoup, je suis très critique, je fais... » Donc il y a un risque de ce qu'on appelle le biais de désirabilité sociale, c'est-à-dire les gens, vous dites un peu ce qu'ils ont envie, ce qu'ils pensent que vous avez envie d'entendre. Donc c'est quelque chose dont on se méfie beaucoup dans les expériences, en fait, de se faire... sans le vouloir, de se faire nourrir les résultats, ou que les gens pensent qu'on ait envie de... Les gentils chercheurs ont envie de montrer que quand les gens payent leurs impôts, ils font plus attention à ce qui est dépensé. Donc on veut éviter ça. Donc du coup, ce qu'ils ont fait à la place, c'est qu'ils ont, avec la municipalité de Kananga, organisé des meetings où les gens pouvaient venir pour parler, justement pour que les gouvernements locaux, le gouvernement présente ses projets, ses réalisations, etc. Et à ces meetings, déjà, ils ont vérifié si les gens venaient. Et donc, la participation au meeting a plus que doublé parmi les gens qui... Donc, tout le monde était invité, évidemment, qu'ils aient payé leurs impôts ou pas. Mais la participation a plus que doublé dans le groupe traitement en comparaison au groupe contrôle. Et aussi, ils leur ont donné la chance de faire des suggestions ou de se plaindre. Et il y a plus de suggestions qui ont été données par ceux qui ont payé leurs impôts. Et pas ceux qui ont payé leurs impôts nécessairement, mais ceux à qui on a proposé de payer leurs impôts. Ce n'est pas tous ceux qui ont payé c'est plus même que ceux qui ont payé leurs impôts. Mais... Donc, alors ça peut être l'effet simplement d'avoir quelqu'un qui vient chez vous et qui vous propose de payer vos impôts. Ce n'est pas forcément le fait d'avoir payé ses impôts en tant que tel. Mais il y a quand même un lien entre réaliser tout d'un coup que l'argent qui est dépensé dans la municipalité vient de quelque part et on pourrait peut-être vérifier qu'il est bien dépensé. Donc ces études sont intéressantes, il y a de la place pour beaucoup d'autres, mais pour montrer qu'une autre utilisation, un autre bienfait, disons, d'un système d'impôt bien fait, justement, c'est de créer cette chaîne naturelle de redevabilité du gouvernement vis-à-vis des administrés. Donc voilà pourquoi il faut s'intéresser à l'impôt. Maintenant, intéressons-nous à l'impôt et commençons à nous poser la question de pourquoi les pays pauvres, d'une part, collectent moins d'impôts que les pays riches, d'autre part, le collectent de cette manière un peu indirecte et inefficace, qui est plutôt la TVA ou les droits de douane que d'autres choses. Alors, il y a deux gros piliers de recherche là-dessus. Un, c'est qu'il y a moins d'informations dans le système, qui circulent dans le système. Et deux, c'est que la capacité de l'État, la capacité à faire respecter ses lois, à faire respecter ses règles, est différente dans les pays pauvres et dans les pays riches. Deux problèmes qu'on va retrouver, on a déjà vu dans le cas des entreprises, qu'on va retrouver la semaine prochaine quand on va parler de l'économie politique, de la conservation de l'environnement, qui sont deux facettes importantes de ce qu'est d'être un pays pauvre. Donc pourquoi il y a moins d'informations ? D'abord, mécaniquement, justement, à cause de moins de formalisation du travail. Donc il y a beaucoup plus de gens qui travaillent à leur compte, on a vu ça la semaine dernière, ou qui travaillent dans des toutes petites entreprises où ils ne sont pas formellement enregistrés. Donc plus les pays sont riches, donc là c'est juste une cross-section de tous les pays du monde, ou d'un grand nombre de pays du monde, plus les pays sont riches,
plus il y a une fraction de la population active, ça c'est la population active, plus il y a une fraction de la population active employée qui est effectivement employée dans une firme et pas auto-entrepreneur. Donc la part de gens qui travaillent dans des grandes entreprises formelles où ils ont un job, etc., est au-delà de 90%, à peu près 90% par exemple aux États-Unis, quand c'est moins de 10% au Rwanda. Plus les pays sont riches, plus il y a de gens qui travaillent dans une entreprise ou reçoivent une fiche de paie. On en a parlé la semaine dernière, on en parlait l'année dernière quand on parlait du marché du travail. On voit aussi que dans les pays pauvres, plus les pays sont pauvres, moins le nombre de gens, moins il y a de gens qui sont imposables. Donc ça, c'est la base fiscale, c'est-à-dire le nombre de gens, la fraction de gens imposables dans les pays par pays. Et on voit que dans les pays les plus pauvres, c'est proche de zéro. Il y a très très peu de gens qui sont imposables, donc qui ont même à donner une déclaration d'impôt sur le revenu, alors qu'au Danemark, quasiment tout le monde doit remplir une déclaration d'impôt sur le revenu, même si leurs impôts sont plus faibles. Donc la base fiscale, le nombre de gens qui sont même imposables, qui sont dans le net fiscal. Alors pourquoi c'est le cas ? Parce qu'il y a une exemption, il y a un seuil d'exemption qui existe dans tous les pays, en dessous duquel on n'est pas du tout imposable. Mais il y a beaucoup plus de gens qui sont en dessous de ce seuil en Inde qu'au Danemark. Et si on met l'un et l'autre, ces deux graphes ensemble, on voit qu'ils ont quasiment la même forme. Et du coup, en fait, en divisant l'un par l'autre, ce qu'on voit, c'est que parmi les imposables, parmi les personnes imposables, à peu près dans tous les pays, 80% des gens sont des gens qui sont employés. Et ça reste qui sont employés dans une entreprise formelle où ils reçoivent un bulletin de salaire. Ça reste à peu près une constante. 80%. Alors, il n'y a aucune raison, il n'y a pas de théorème qui dit que ça doit être 80%, mais il se trouve que c'est autour de 80%. Donc comment les pays arrivent miraculeusement à avoir 80% d'employés dans leur base imposable alors qu'il y a beaucoup plus d'employés dans les pays riches? Eh bien, c'est très simple, ils ont un seuil d'exemption qui est beaucoup plus élevé quand la fraction des travailleurs qui sont dans le secteur informel est plus élevée. Donc, vous voyez par exemple l'Inde, la barre noire ici sur chacun de ces graphes est le seuil d'exemption, donc c'est le revenu en dessous duquel vous n'êtes même pas imposable. L'Inde, ce seuil est entre le 9e et le 10e décile, donc presque personne n'est sujet à un impôt personnel sur les revenus, alors qu'en France, évidemment, c'est beaucoup plus faible. Aux États-Unis, par exemple, c'est autour de 15%, presque au 2e décile. Et on voit qu'en Inde, il y a aussi beaucoup plus d'employés qui sont auto-entrepreneurs, beaucoup plus de travailleurs qui sont auto-entrepreneurs. Et donc, le seuil d'exemption est plus élevé quand les pays ont plus d'auto-entrepreneurs. Et le seuil d'exemption arrive au moment où la fraction d'employés est tolérable par rapport à la fraction dans le nombre total de gens qui paieraient les impôts pour arriver à peu près à ce 80%. Donc si vous avez beaucoup de gens dans le secteur informel, comme en Inde, vous avez un taux très élevé d'exemption, un seuil d'exemption très élevé. Et si vous avez beaucoup d'employés qui sont dans le secteur formel, comme aux États-Unis, vous pouvez avoir un seuil d'exemption vous pouvez avoir en fait le seuil d'exemption que vous voulez, et du coup il est simplement fixé par souci d'équité, pas par souci de pouvoir faire respecter les règles que vous avez mises en place. Alors pourquoi les entreprises, pourquoi les gouvernements veulent faire ça ? Pourquoi ils veulent pourquoi les choses sont faites de sorte qu'on ait 80% d'employés parmi les gens imposables? Parce qu'il est beaucoup plus facile de taxer les gens qui travaillent dans des grandes entreprises. Donc pourquoi? Donc ça c'est un argument de Cleven, Kreiner et Saez, un article théorique que je résume ici, qui montre qu'il y a un énorme pouvoir du double reporting qu'il y a très naturellement dans un système où il y a des employés et des employeurs. Pourquoi? Les entreprises doivent déclarer au gouvernement les salaires qu'elles versent,
parce qu'elles font des comptes, elles en ont aussi besoin pour les enlever de leur profit, et puis en déclarant les salaires qu'elles versent, qu'elles payent aussi leurs impôts, leurs charges additionnelles qui permettent de financer les retraites, les pensions, la santé, etc. C'est très difficile à cacher dès qu'elles ont besoin de comptes formels. Donc il y a une double déclaration des revenus des employés, il y a celle que fait l'entreprise et celle que fait l'employé. Et il y a un check automatique entre les deux, ce qui rend l'évasion fiscale très difficile. Les entreprises et les employés pourraient tous essayer de faire collusion ensemble pour reporter par exemple moins de salaires, que les entreprises payent moins d'impôts indirects, que les employés payent moins d'impôts aussi. Mais ce qui est possible quand une personne, je suis sûre personne ici, pour le faire pour une personne qui fait du jardinage chez vous, ne peut pas vraiment être fait. On peut avoir une entente comme ça en payant les gens en liquide, mais ça ne peut pas être très facilement fait dans une entreprise formelle. Donc ça, c'est l'argument de Cleven, Kreiner et Saez, et c'est un peu cet argument qui a motivé d'ailleurs l'étude que je vous ai montrée avant, où on montre qu'effectivement, plus le secteur formel est important, plus les exemptions peuvent être autres, et donc plus on a un impôt. Maintenant, ce n'est pas si parfait que ça, puisque dans de nombreux pays, les entreprises payent en partie, ne déclarent pas forcément tout ce qu'ils payent. Donc, vont payer une partie du salaire formel, et puis une partie en plus, de manière informelle, pas taxée, pas déclarée. Donc, par exemple, ça c'est une enquête qui a été faite au Brésil, enquête directe auprès des employés, qui montre qu'à peu près un tiers des employés déclarent qu'ils reçoivent au moins une partie de leur salaire au noir. Si on regarde les fractions payées au noir, c'est entre 20% pour les salaires les plus faibles jusqu'à 30% pour les salaires les plus élevés. Donc cette idée que c'est impossible de faire collusion entre les employeurs et les employés, ce n'est pas complètement parfait, puisque manifestement il y a quand même une partie des revenus qui échappent à la déclaration. On voit bien qu'il y a une forme de collusion entre les entreprises et les employés, parce que les employés qui ont le plus intérêt à reporter leur salaire complet le font plus. Par exemple, quand les employés s'approchent de la retraite, comme leur retraite va dépendre des salaires déclarés dans les 5 dernières années, ils veulent que les salaires soient les plus élevés possibles. Dans une certaine mesure, parce qu'au Brésil, au bout d'un moment, ça s'arrête. C'est-à-dire ils vont recevoir la retraite. Leur retraite dépend de ce qu'ils ont contribué, donc de leur salaire, jusqu'à un certain point, puis après, ça s'aplatit. Donc, si vous faites rapidement vos petits travaux d'optimisateur fiscal, le salaire idéal à rapporter pour quelqu'un qui s'approche de la retraite, disons quelqu'un qui a plus de 65 ans, c'est exactement celui-là, c'est-à-dire le plus élevé possible, mais en dessous du seuil où de toute façon la retraite est la même. Et, peut-être pas complètement par hasard, on trouve que justement pour les gens qui ont 55 ans exactement, il y a ce qu'on appelle du bunching, c'est-à-dire il y a plein de gens qui reportent exactement, qui reçoivent exactement ce salaire-là. Alors ça peut être qu'ils reçoivent effectivement ce salaire-là exactement, ou ça peut être que pour les employés plus jeunes, on déclare quelque chose de plus faible, puis quand les employés s'approchent de la retraite, on commence à les payer le maximum possible, à rapporter dans leur salaire le maximum possible, ce qui leur apporte la retraite la plus importante, sans augmenter les contributions sociales pour l'entreprise et les impôts payés par l'entrepreneur aussi. Donc, il y a quand même une collusion entre les employés et les employeurs qui fait qu'il y a une partie des impôts qui échappent au fisc. Alors, comment faire payer les entreprises ? Alors, la première possibilité, justement, c'est ce que Saez, Kleiner et Cleven proposaient, c'est-à-dire qu'il y a toujours quelqu'un qui peut sonner l'alarme, puisque tout le monde est au courant de tout dans les entreprises. Et il se trouve que dans cette entreprise du Brésil, il y a eu un donneur d'alarme
et ensuite donc, il y a eu une attaque. Cette entreprise a été attaquée en justice pour lui faire payer les salaires dus précédemment. Donc, on peut regarder dans cette entreprise si, pour les gens qui sont soumis, qui étaient concernés par ce procès, est-ce qu'après le procès, ils sont payés plus? Et on voit effectivement que les cohortes concernées par ce procès sont payées plus après le procès que ce qu'ils étaient payés avant. Donc, les attaquer en justice, ça marche. Non, mais ce n'est pas si fréquent que ça. Quelle est l'autre possibilité? L'autre possibilité, c'est dans le design de l'impôt, disons la manière de s'assurer pour le législateur de faire les impôts, d'écrire les impôts de manière à ce que les employés aient intérêt à ce qu'on rapporte leur salaire. Il y a eu une réforme de ce type au Mexique où justement le gouvernement s'est mis à payer des retraites qui dépendaient des salaires déclarés et donc a rendu les employés, a intéressé les employés à ce que le rapport soit exact. Alors au Mexique, il y a beaucoup de tricheries. On compare ici la distribution des salaires dans un revenu, dans une enquête ménage, où les gens n'ont pas intérêt à mentir, versus la distribution des revenus dans la base de la sécurité sociale, enfin, des impôts, de la retraite, du système de retraite. Et on voit que la distribution des revenus dans l'enquête ménage, elle est escalée, mais il y a une grosse partie de cette masse qui, dans les données des retraites, se trouve très très proche du revenu minimum. Donc il y a toute une partie des gens qui gagnent plus en réalité que ce qui est déclaré pour eux au service des retraites. Donc sur la partie sur laquelle est payé l'impôt. Donc ça c'est en moyenne. Et dans cet article, il regarde ce qui se passe autour de 1996, quand le gouvernement passe au système brésilien où les retraites payées dépendent de ce que l'employeur a déclaré avant. Et ce qui montre que donc, pour les personnes les plus âgées par rapport aux autres, après 1996, tout d'un coup, ils se mettent à rapporter. Donc ça, c'est l'écart entre ce qu'ils payaient avant. Tout d'un coup, cet écart change, où les gens se mettent à rapporter plus que ce qu'ils devaient avant. Donc, on peut voir qu'il y a quand même des améliorations qui peuvent être apportées au système fiscal tel qu'il est. Alors, revenons sur la TVA. Donc, comme j'ai dit, la TVA est une partie importante du dispositif fiscal dans beaucoup de pays. Il y a 160 pays, beaucoup de pays pauvres, de pays à moyen revenu qui ont adopté la TVA dans les 10-20 dernières années. Fortement poussé à cela d'ailleurs par le FMI, la Banque mondiale, etc. Pourquoi cet amour pour la TVA dans les pays pauvres? Et bien justement parce que la TVA a cette propriété d'avoir un reporting croisé par deux individus ou firmes qui ont des désirs différents. Donc c'est un peu le système, si vous avez plusieurs enfants qui veulent partager un gâteau, il y en a un qui coupe et l'autre qui choisit. Donc leurs incitations sont telles que les deux parts seront exactement égales. Donc la TVA, c'est un peu le système de ça. Alors, imaginez une taxe sur la consommation, où c'est le consommateur final, et vous dites une taxe de 20% sur la consommation. Le consommateur paye 8%, et voilà, c'est la taxe. C'est la taxe de consommation de base. Et là, dans une taxe de consommation, il n'y a pas de... ou dans une taxe sur la vente, il n'y a pas de double reporting. La TVA, c'est une taxe sur la valeur ajoutée. Donc, c'est une taxe qui est payée à chaque étape de la chaîne de production, pas à la dernière étape, comme une taxe sur la vente au consommateur final, mais qui est payée à chaque étape de production, ou après l'importation à chaque étape également, sur la valeur ajoutée, c'est-à-dire la différence entre ce que vous vendez et le prix des inputs que vous avez, donc ce que vous avez rajouté comme valeur, que ce soit la manière dont vous avez transformé le produit ou le profit que vous rajoutez en le vendant. Donc imaginez par exemple une TVA de 20%, même chose que la taxe sur la vente, 20%.
On a d'abord un producteur qui, disons, a des carottes, qui les vend pour 10 $ au grossiste. Le grossiste les vend pour 20 $ aux commerçants, donc après les avoir nettoyés, décidé d'enlever ce qui n'était pas bon, mis en plastique, etc. Donc il fait une valeur ajoutée de 20 sur laquelle il paye 20%. Donc lui, il le fait à partir de... Ces carottes, elles sont faites à partir de rien, disons, elles sortent de terre. Donc le producteur, il paye 20% sur toute la valeur de ses carottes, 2. Ensuite, le grossiste, il a multiplié le prix par 2, donc il a fait une valeur ajoutée de 10, il paye 2 également. Puis le commerçant redouble encore quand il vend au consommateur, pour payer sa publicité, etc., le fait que ça arrive proche du consommateur, etc. Donc, il a encore fait une plus-value de... Lui, il a fait une plus-value de 20, donc il paye 4. Donc, au total, dans le système, il y a 8 $ qui ont été payés également. Donc, une TVA de 20%, c'est équivalent à une taxe sur la consommation de 20%. Mais, pourquoi on préférerait... Alors, pourquoi ce système compliqué alors qu'on pourrait... Pourquoi faire compliqué quand on pourrait faire simple? C'est parce qu'en faisant compliqué, on s'assure qu'à tous les maillons de la chaîne, sauf le maillon final au consommateur, mes dépenses sont vos recettes. Et donc, monsieur producteur, il va déclarer 10, monsieur commerçant, il va déclarer 20 moins 10. Et donc, il n'a pas du tout envie de ce que lui, il va sûrement déclarer 10, il préférerait déclarer 12. Mais le producteur, il préférerait déclarer 8. Et s'il ne déclare pas la même chose, il y aura une inconsistance. Dans certains systèmes fiscaux, par exemple au Brésil, ce n'est même pas possible. Dès qu'il y a on ne laisse même pas, il y a un système automatique pour rentrer, si les choses ne correspondent pas, si votre numéro fiscal et ce qui sont mes dépenses ne correspondent pas à vos recettes, je ne peux même pas rentrer le nom. Donc c'est immédiatement vérifié, cross. Mais bon, même quand ce n'est pas automatique, on peut se dire, toutes les entreprises du système savent qu'il y a un cross-check systématique et donc ils ne peuvent pas tricher. Sauf à la dernière étape, c'est le consommateur final, donc je peux toujours omettre de donner un reçu et de déclarer quelque chose comme une vente. Donc c'est le seul maillon où il risque d'y avoir quelque chose de perdu. Donc c'est pour ça que les gens aiment la TVA, c'est à cause de cette propriété. Donc ça crée le système dont parlait Saez Kreiner-Kleven, où il y a une vérification automatique. C'est pour ça que les gens aiment la TVA. Alors est-ce que ça marche? Ça marche en théorie, mais est-ce que ça marche aussi en pratique? Alors il y a une étude très intéressante de Dina Pomerantz au Chili, qui montre qui a deux aspects. Alors, le premier aspect, c'est d'étudier justement cette question de est-ce qu'il y a plus de gens qui trichent à la dernière étape où il n'y a pas de double vérification comparé aux étapes précédentes. Donc elle envoie 100 000 lettres à des entreprises choisies au hasard en les prévenant qu'elles risquent d'être soumises à un audit. Et ce qu'elles se rendent compte ensuite, c'est que les entreprises, donc là c'est le jour où les lettres ont été envoyées, juste après les envois de la lettre, les entreprises qui vendent au consommateur final se mettent à vendre beaucoup plus. Tandis que les entreprises qui ne vendent pas au consommateur final, on ne voit pas de différence. Donc ça indique que la chaîne de double reporting sert un peu de substitut à une vérification qui est proposée par l'audit. Il n'y a pas vraiment de triche parce qu'ils n'ont pas peur d'être vérifiés. Première chose. Donc il semble qu'effectivement, il y a une différence entre ce qui se passe dans la chaîne et ce qui se passe en bout de la chaîne, ce qui montre la valeur de la chaîne. Deuxième chose qu'on peut faire dans ce système, c'est regarder qu'est-ce qui arrive quand on envoie une lettre à quelqu'un qui est au milieu d'une chaîne. Qu'est-ce qui arrive aux gens qui sont en amont ou en aval? Donc, si on envoie une lettre à cette firme, c'est cette firme qui reçoit le traitement, d'un côté, elle va déclarer plus de ventes, mais elle va peut-être essayer de déclarer plus d'inputs. Donc, on ne sait pas, a priori, si cette firme-là, elle va payer plus de TVA ou moins.
parce qu'elle va peut-être essayer de faire... Mais par contre, elle va déclarer donc plus, si elle va déclarer plus de ventes, ça devrait faire baisser la TVA de ses clients, parce que du coup, les clients, s'ils savent que cette firme-là va maintenant déclarer plus de ventes, ils n'ont pas besoin de déclarer rien de plus, puisqu'ils ne sont pas soumis à ils ne reçoivent pas cette lettre. Donc, du coup, eux, leur TVA va baisser. Par contre, ceux qui sont fournisseurs, leur TVA va augmenter, parce que cette entreprise qui déclare plus de ventes, elle va essayer de vouloir compenser ça en disant « moi, je déclare plus de ventes maintenant, donc vous allez maintenant déclarer vos ventes à moi, pour que je ne paye pas toute cette augmentation de TVA ». Donc, comment elle teste cette idée? Donc, elle prend 5600 petites entreprises à fort potentiel d'évasion, donc des entreprises dont on se dit que jusqu'à maintenant, il y a vraiment de bonnes chances qu'ils aient beaucoup triché, en les prévenant qu'il y aura un audit dans le futur. Et les autres entreprises, ils font aussi à fort potentiel d'évasion, ils vont aussi faire un audit, mais ils ne leur disent pas à l'avance. Dans un cas, on compare dans les deux cas les audits finaux, selon si les gens ont été prévenus ou pas. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? Les entreprises traitées augmentent leur TVA, ce qu'ils payent formellement en TVA. Les fournisseurs augmentent aussi leur TVA. Donc, ça veut dire que l'entreprise traitée, elle va voir ses fournisseurs et elle leur dit « Hé Coco, le régime a changé maintenant, je suis imposé sur mes ventes, donc tu vas me déclarer tes dépenses correctement. » Et par contre, on ne voit pas d'effet légèrement négatif sur leurs clients. Donc, on va bien dans la direction où on pense, ce qui montre que ces chaînes de double reporting fonctionnent en pratique à peu près comme on s'attendrait à ce qu'elles fonctionnent en théorie. Maintenant, le maillon faible, donc c'est la dernière étape, les clients finaux. Donc les clients finaux, il faut qu'ils décrivent il faut que quelqu'un leur donne un reçu en fait. Pour que l'entreprise soit, au lieu de si vous allez acheter votre baguette et que la dépense n'est pas enregistrée, elle n'est pas forcément taxée. Donc que faire pour le maillon faible? Ce que propose une étude de Johanna Naritomi, c'est de transformer le consommateur final de donner au consommateur final un intérêt dans le reporting également. Et donc, ce qu'elle regarde, c'est une expérience au Brésil, par randomisée, une mise en place au Brésil d'un système où, quand les consommateurs finaux reçoivent un reçu, leur numéro de sécurité sociale, leur numéro fiscal est écrit sur le reçu. Et ensuite, ils sont entrés automatiquement dans un système de loterie où ils reçoivent des prix qui sont plus importants s'il y a plus de dépenses à leur nom. Donc du coup, maintenant, les consommateurs veulent le reçu parce qu'ils veulent le reçu inscrit avec leur nom. En plus, ils peuvent aller sur ce site et vérifier s'ils ont gagné des prix. Et en faisant ça, ils peuvent aller aussi se plaindre si, par exemple, ils voient qu'ils ont fait une dépense mais qu'elle n'est pas inscrite, sur leur compte. Donc il y a un petit côté aussi... déjà, ils peuvent insister auprès du gars quand ils vont acheter leur baguette de recevoir le reçu. Et ils peuvent aussi, ils ont un moyen simple de se plaindre quand ils n'ont pas les reçus. Donc, est-ce que ça marche? Donc, on voit ici, ça a commencé à être introduit à partir de la fin 2008, et dans certains endroits et pas dans d'autres. Et donc, elle compare en fait les ventes dans le secteur retail c'est-à-dire dans le secteur direct, vente directe aux consommateurs, par rapport aux ventes de gros, où ce problème de maillon faible n'est pas là. Donc avant, c'est exactement sur la même ligne, c'est fait exprès pour être collé sur la même ligne, mais on voit que ça suit la même évolution. Et à partir du moment où le système est introduit dans certaines régions et pas d'autres, on voit dans cette région les ventes au détail augmenter proportionnellement de manière plus importante. Donc il semble qu'on puisse faire quelque chose là-dessus. Alors, cela dit, est-ce que la double déclaration de la TVA est forcément une solution miracle? Alors, on a vu au Chili que ça fonctionnait bien, au Brésil c'est automatique, mais dans d'autres pays où les capacités fiscales sont plus faibles,
Encore faut-il que les entreprises se disent que quelqu'un va effectivement regarder la base de données. Donc il y a une étude qui a été faite en Ouganda de Johannes Hjort et co-auteurs qui a eu accès à toute la base de données de TVA en Ouganda, où en principe on devrait avoir un cross-check automatique de ce qui est des mêmes transactions rapportées par le vendeur et l'acheteur. Donc en principe tous les points devraient être sur cette ligne. Bon, en pratique, on voit qu'il y a des nuages de points, qu'il y a beaucoup de cas où les gens ne rapportent pas exactement la même chose. Ils ne rapportent exactement la même chose dans ce cas que dans un tiers des cas. Donc la vérification automatique, etc., qui se fait par le système, ça ne marche qu'à moitié. Alors, est-ce qu'ils trichent ou est-ce que c'est des erreurs? Alors, ce qu'ils voient, c'est qu'ils trichent 75% des cas. De manière évidente, 60% de ces 75%. Comment c'est que c'est évident? C'est parce que je rapporte, moi, l'acheteur, je rapporte plus que ce que le vendeur a déclaré. Donc, c'est clair, c'est juste un avantage. Et il y a aussi deux petites catégories d'entreprises qui essayent de se rendre plus petites. Il y a aussi 25% des gens, ce n'est pas vraiment une triche, mais qui déclarent des choses différentes de manière à payer plus d'impôts. Donc là, manifestement, c'est juste une erreur. Donc tout ça montre que le système n'est pas forcément automatique. Alors est-ce qu'on peut rappeler aux entreprises qu'on les regarde, que le système a cette vérification, qu'on sait s'ils trichent? Donc est-ce que ça peut suffire? Donc il y a eu une expérience en Équateur qui a utilisé donc, les données qui voient, donc on a les acheteurs, les vendeurs, on voit bien s'il y a une triche, c'est-à-dire quand un acheteur déclare plus que ce que le vendeur a déclaré. Ils reçoivent donc ils ont envoyé aux entreprises une lettre qui leur dit « Nous savons que vous déclarez moins d'impôts que vous ne devez en payer. Voilà. Faites quelque chose, s'il vous plaît. Vous avez 10 jours pour rectifier la situation. » Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, pas grand-chose. La plupart des entreprises ne répondent même pas. Donc elles ne sont pas terrifiées, manifestement. Donc ça, c'est la grande majorité des entreprises ne répondent même pas. Parmi les firmes, donc ça, c'est un problème. Et celles qui répondent ajustent leur vente, comme on leur demande, mais du coup, ils ajustent aussi les coûts pour que finalement leur demande soit, enfin leur tax bill soit inchangé. Ils disent oui, effectivement, j'ai oublié des coûts, mais j'ai aussi oublié des ventes, mais j'ai aussi oublié des coûts. Donc finalement, cet effort de leur dire le système est tel que nous pouvons vous vérifier, ça, c'est pas automatique. C'est-à-dire il faut quand même qu'il y ait une certaine confiance dans le fait que l'administration fiscale est capable de punir des gens qui seraient... Donc on voit que la capacité de l'État à se faire respecter, ce n'est pas juste technologique, c'est aussi... disons, la confiance dans l'État en général comme étant détenteur de l'autorité. D'où donc l'importance justement de la capacité administrative, c'est-à-dire de la capacité elle-même de l'État. Alors, si les entreprises ou les individus considèrent que payer leur impôt, c'est plus ou moins optionnel, dans ce cas-là, on peut avoir une situation où s'ils trouvent que c'est trop, ils vont payer moins. En général, on se dit, c'est le genre de raisonnement que les économistes aiment à se faire, dans le cas où on dit si les impôts sont trop importants, les gens vont travailler moins, donc finalement ça fera moins de recettes fiscales. On a vu qu'en fait, on trouve les gens ne répondent pas vraiment à l'impôt en travaillant moins, mais par contre, on le sait, je vais vous en montrer d'autres exemples, que les gens répondent à l'impôt en évadant plus. Plus les impôts sont élevés, plus les gens essayent d'optimiser pour y échapper de manière plus ou moins légale ou plus ou moins illégale. Donc dans des systèmes où la capacité du gouvernement à faire respecter ces taux d'imposition est faible, donc la capacité fiscale, la capacité de l'État est faible, on peut se dire que le plafond de ce qui peut être imposé par un gouvernement est finalement assez faible.
Alors si on revient à notre ville de Kananga, là, où au départ personne ne payait ses impôts, bon, depuis que cette équipe, là, Augustin Bergeron, Jonathan Weigel, Gabriel Tourek, travaillé, fait différentes études avec eux, ça s'est un petit peu amélioré. Ils avaient l'intention comme ça de faire monter leur capacité, mais enfin c'est quand même relativement faible. Dans ce contexte-là, ils ont fait une expérience où ils ont dit qu'est-ce qui se passe si l'impôt baisse. Donc ils font une expérience où les gens reçoivent leurs lettres pour leur dire qu'ils sont imposables et de combien. Donc soit on leur donne, ils reçoivent la lettre qui leur dit qu'ils sont imposables de 3 000 francs, soit il y a une réduction de 17%. On ne leur dit pas que c'est une réduction, on leur dit juste voilà, vos impôts c'est ça, c'est 2 500, soit c'est 2 000 ou même 1 500. Donc les lettres sont exactement les mêmes et juste les gens reçoivent une taxe plus faible. Et la question qui se pose est est-ce que le gouvernement, en réponse à ces taxes, reçoit plus d'argent ou moins d'argent? Donc forcément, il devrait recevoir moins puisqu'il demande moins. Mais en même temps, il y a aussi est-ce que les gens répondent à ce qu'on leur dit? Donc ensuite, ils regardent si les gens répondent, si les gens effectivement payent. On était à 0,1%, on n'est pas encore très élevé, il y a 5,6% des gens qui payent leurs impôts, comme c'est demandé dans la lettre, dans le status quo. Et plus l'impôt est faible, plus les gens le payent. Donc quand on passe à 50% de réduction, ce n'est pas encore tout le monde, mais enfin on passe de un petit peu moins de 6 à 13% des gens qui acceptent de payer leurs impôts. Et du coup, quand on voit qu'est-ce qui est collecté, forcément, ils collectent moins de chaque personne qui paye puisqu'ils demandent moins. Mais au final, quand ils regardent qu'est-ce qui est collecté, ils collectent pas tellement, ils collectent moins dans le statu quo que dans les deux traitements où les réductions d'impôts sont les plus importantes. Donc, certains d'entre vous se souviennent peut-être de moins d'impôts tue l'impôt, ou trop d'impôts tue l'impôt, pardon, trop d'impôts tue l'impôt. Dans ce contexte, trop d'impôts tue l'impôt en France, ça ne marche pas. Et en France, c'est moins d'impôts tue l'impôt. Mais effectivement, à Kananga, on trouve cette situation, c'est-à-dire quand les impôts sont moins élevés en termes de proportion, les gens les payent plus, et du coup, il y a plus d'impôts. Et ça montre, ça ne veut pas dire qu'il faut baisser les impôts à Kananga, ça montre juste à quel point le système est cassé, que les taux qu'il faut en appeler en fait à la générosité des gens pour accepter de recevoir qu'ils acceptent de payer leurs impôts. Donc, peut-être c'est un petit peu extrême la situation de la République démocratique du Congo, mais qu'est-ce qui se passe dans un pays à revenu moyen, mais quand même avec beaucoup de gens pauvres comme l'Indonésie? Est-ce qu'il y a justement comment comparer en fait pour un État l'effet d'investir dans sa capacité fiscale versus d'augmenter les taux statutaires d'imposition? Donc là, par exemple, à Kananga, au lieu d'augmenter, ils pourraient diminuer les impôts, ou alors s'ils augmentaient les impôts, ou s'ils laissaient les impôts tels qu'ils sont, ils pourraient essayer d'investir dans leur capacité fiscale, investir dans leur capacité fiscale en achetant des ordinateurs, en recrutant plus de gens, etc. Ça leur coûterait aussi des sous, de même que diminuer les impôts. Donc qu'est-ce qui est plus efficace pour lever de l'argent? Est-ce que c'est d'avoir juste des taux d'impôt plus importants, peut-être moins respectés, ou est-ce que c'est de faire mieux respecter les taux qui sont dus aujourd'hui? Donc, un papier sur l'Indonésie compare un petit peu comme la situation de Lucy Gaden, c'est-à-dire compare deux stratégies qui ont été mises en place en même temps en Indonésie. L'une, c'est la création de guichets réservés aux entreprises les plus importantes, parce qu'en fait, les entreprises les plus importantes sont celles qui lèvent le plus d'impôts. Donc, autant, dans presque tous les pays, on concentre les ressources sur elles. Donc, l'Indonésie a fait ça, a créé des medium tax offices pour, dans chaque région, servir les 300 plus grands contribuables, c'est des entreprises de chaque région. Et à peu près en même temps, en 2008-2009, on réformait le taux d'imposition en réduisant le taux marginal maximum de 30% à 25%. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont comparer combien d'argent ils lèvent avec la réforme administrative et à combien d'argent ils perdent en réduisant les impôts.
Donc d'abord, pour regarder l'effet du MTO, c'est simplement il compare en fait des entreprises qui sont éligibles au MTO, qui sont par ailleurs comparables à d'autres entreprises qui ne sont pas éligibles, avant et après l'introduction du système. Et ce qu'on voit, c'est une augmentation des revenus de 525 millions de roupies indonésiennes par an, pour un coût administratif de 3,36 millions de roupies indonésiennes. Donc le gain net est énorme, 520 millions de roupies, simplement en faisant mieux respecter les lois qui sont ou les règles qui sont on the book. Donc ça correspond à une augmentation de 128% des impôts de ces contribuables, pas de juré, mais de facto. Maintenant, quel est l'effet d'augmenter les impôts? Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent l'effet de la baisse d'impôts sur les recettes pour calculer l'élasticité des recettes totales au taux d'imposition. Et ils trouvent que quand les impôts augmentent de 1%, les revenus augmentent de 0,6%. Pourquoi pas de 1%? Parce qu'il y a de l'argent qui disparaît, qui est pas rapporté, etc. Donc ce n'est pas exactement 1 pour 1. Quand les impôts augmentent de 1%, les revenus augmentent de 0,6%. Donc du coup, maintenant, on peut comparer combien faudrait-il augmenter les impôts pour avoir le même résultat que d'introduire ces bureaux. Il faudrait augmenter les impôts de 23%, donc quasiment les doubler, 23 points de pourcentage, donc quasiment les doubler par rapport au taux qui est prévu. Donc, investir dans ces bureaux, l'investissement dans la capacité fiscale est beaucoup plus efficace que d'augmenter les taux d'impôt pour un pays comme l'Indonésie. Et c'est l'Indonésie, donc, qui est déjà un pays plus ou moins bien organisé, même relativement bien organisé, donc on pourrait penser que dans d'autres pays, c'est encore plus important. Donc cette question de la capacité fiscale est vraiment critique. Alors maintenant, du coup, ça nous amène à la même question, c'est bien joli, mais comment on augmente la capacité fiscale? Ce qui nous amène, disons, à ce qu'on peut appeler la plomberie des impôts, c'est-à-dire, non seulement je vous demande de vous intéresser aux impôts, mais maintenant je vous demande de vous intéresser aux détails de la manière dont les impôts sont mis en place. Donc on entre vraiment dans les mains dans le cambouis. Il n'y a plus beaucoup de théories économiques, on essaye des trucs, on regarde si ça marche, etc. Alors, une des questions les plus controversées dans l'impôt, c'est est-ce qu'il faut donner des incitations financières directes aux gens qui les collectent. En France, en particulier, on a un mauvais souvenir d'avoir fait ça, puisqu'on a quand même décapité les fermiers généraux à la Révolution, qui étaient justement des gens dont leur job était de faire la collecte des impôts et en fait, ils pouvaient collecter exactement ce qu'ils voulaient, et ensuite, ils devaient donner au fisc. Ils avaient une note à remplir, mais après, ils pouvaient collecter ce qu'ils voulaient. Ce qu'ils collectaient en plus, c'était pour eux. Bon, ça n'a pas laissé un bon souvenir. Il y a des études, il y a des livres entiers qui ont été écrits là-dessus, mais je vais vous parler d'une autre expérience similaire, c'est celui de l'Inde, où les colonisateurs anglais, quand ils sont venus, ont mis en place dans certaines régions de l'Inde un système très similaire à celui des fermiers généraux, qui est le système des zamindars, qui étaient des gros propriétaires locaux qu'on a rendus encore plus grands. Le gouvernement, en gros, leur a donné la responsabilité de collecter l'impôt pour une région et de garder le reste. Donc, il y a dans ces régions zamindari une espèce de système féodal qui s'est mis en place avec une classe de potentats locaux extrêmement puissants et pas du tout aimés. Mais dans d'autres endroits, ils ont mis en place un système très différent où les fermiers étaient individuellement responsables de la collecte des impôts. Pourquoi ils ont fait ça dans certains endroits et pas dans d'autres? Parfois, ça dépendait des caractéristiques de l'endroit, mais souvent, ça avait plus à voir avec la politique locale du Royaume-Uni à l'époque, enfin de l'Empire britannique à l'époque, et en particulier, qu'est-ce qui dominait, la pensée intellectuelle qui dominait à ce moment-là, où il y a des gens qui pensaient que le système individuel était meilleur, et quand eux, ils étaient plutôt au pouvoir, il y avait plus de systèmes individuels. Donc il y a un article de Banerjee et ailleurs qui compare des régions qui ont été placées
tout le système zamindari et des régions qui ont été placées sur le système individuel en essayant de contrôler pour les différences entre ces régions. Et ils trouvent qu'aujourd'hui encore, des années après que le système soit évidemment uniformisé dans toute l'Inde, il y a plus d'inégalités dans les régions zamindari, il y a des rendements agricoles plus faibles, il y a moins de biens publics, comme des écoles, etc. Et il y a plus de réformes, de révoltes paysannes, comme par exemple le mouvement néo-maoïste, et c'est concentré précisément dans ces endroits-là. Et c'est vrai même quand on compare des régions très très similaires, mais qui ont été colonisées juste avant ou juste après le changement d'idéologie à Londres, qui fait qu'ils ont été placés dans un système ou dans l'autre, mais étaient autrement relativement similaires. Donc voilà, tout ça pour dire que aller jusqu'au bout et complètement décentraliser la collection des impôts à des personnes privées complètement intéressées à 100%, probablement des problèmes. Mais est-ce que ça empêche nécessairement de donner des incitations aux collecteurs d'impôts au système même, à l'intérieur même du système? Donc il y a 2 articles sur le Pakistan de 2 auteurs pakistanais et Ben Olken, qui est mon collègue au MIT, qui regardent qu'est-ce qui se passe si on donne un intéressement en fait, aux collecteurs d'impôts au Pakistan sur combien ils collectent. À nouveau, on parle d'impôts fonciers. Donc quel est le job des collecteurs? C'est d'aller voir les propriétaires, d'examiner la taille de ce qu'ils ont, de déterminer l'impôt, et après les gens reçoivent une facture et le payent, pas directement à la personne. Donc ce qu'ils font, c'est que dans la première étude, c'est qu'ils leur donnent une incitation financière. Donc ils doivent collecter jusqu'à un certain seuil minimum, et pour ce qu'ils collectent au-dessus, ils reçoivent entre 20 et 40% de ce qu'ils collectent en plus. Donc c'était fait dans une expérience. Ils ont, dans le groupe traitement, la possibilité de doubler leur salaire de base s'ils collectent plus d'impôts. C'est à nouveau dans un système où les gens payent beaucoup moins que ce qu'ils devraient payer statutairement. La question qui se pose, c'est est-ce qu'ils collectent plus d'impôts de cette manière-là? Est-ce qu'il y a plus ou moins de pots de vin du coup, qui sont demandés? Puisque du coup, ça pourrait aller dans les 2 sens. D'un côté, le collecteur d'impôts pourrait dire « si vous ne me donnez pas de pot de vin, moi je vais déclarer plus d'impôts parce que de toute façon ça m'arrange, donc vous pouvez me croire ». Ou inversement, il pourrait arrêter de donner des pots de vin parce que maintenant c'est plus intéressant de directement déclarer les revenus. Donc c'est un peu ambigu a priori. Et est-ce que les gens sont fâchés ou par exemple, est-ce qu'il y a un risque d'extorsion où il faut augmenter plus les impôts que nécessaire? Alors, qu'est-ce qu'ils trouvent? Ils trouvent une augmentation des impôts. La barre verte, c'est le groupe traitement. On voit qu'à la fois dans l'année 1 et dans l'année 2, il y a une augmentation des impôts, pas faramineuse, mais qui est quand même là. Par contre, ça n'a pas l'air d'être aux dépens de... en fait, ce qu'ils font après, c'est qu'ils revisitent les propriétés séparément pour regarder si une propriété est trop taxée, pas assez taxée, etc. Ils ne voient pas que les gens se mettent à taxer trop. Les gens les clients sont pas moins satisfaits. Ils ne sont pas très satisfaits en général, mais ils sont pas plus ou moins satisfaits. Et pour regarder et ensuite ils regardent s'il y a plus ou moins de pots de vin déclarés. Ils trouvent un petit peu plus de pots de vin, bien que les gens ne se plaignent pas plus généralement de corruption. Mais il y a quand même un peu plus de pots de vin dans ce système. Au total, ça ne coûte pas grand-chose, donc c'est quelque chose qui rapporterait au gouvernement s'il pouvait le mettre en place. Cela dit, ce n'est pas en général facile de donner des incitations financières aux fonctionnaires. Dans la plupart des systèmes, c'est simplement pas possible. Donc, dans un système où ce n'est pas possible de donner des incitations aux fonctionnaires, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Une incitation qui est puissante dans le système, c'est là où les gens sont placés. Les gens ont des préférences très fortes en général d'être plutôt dans un endroit que plutôt dans l'autre. En général, ces transferts, en particulier en Inde, je pense que c'est la même chose au Pakistan, sont extraordinairement politiques. Par exemple, au Rajasthan, où nous avons travaillé sur la police, les policiers sont déplacés tout le temps, au gré de la pression
des politiques locaux. S'il y a quelqu'un qu'ils n'aiment pas, ils le font transférer, ou s'il y a quelqu'un qu'au contraire, ils veulent récompenser, ils le font venir. Donc les gens n'arrêtent pas de bouger, en fait. Les policiers n'arrêtent pas de bouger. Et on pensait que c'était un problème. On avait travaillé avec une personne de la police du Rajasthan. Elle pensait que c'était un problème de tout le temps changer les policiers de place, et donc avait essayé de geler les transferts pour une période de 18 mois, pour que chaque personne puisse avoir son poste garanti pour 18 mois. En se disant, comme ça, il va connaître un peu plus la population, puis il ne se dit pas que de toute façon, je suis là pour 3 mois, puis je m'en vais. C'était impossible. Ça n'a pas du tout marché. Donc bon, les transferts sont vraiment difficiles à manipuler. Mais dans cette expérience-là, ils ont réussi à utiliser les transferts comme pour donner des incitations aux employés pour collecter l'argent. Alors comment ils font ? C'est ce qu'on appelle un performance ranked serial dictatorship. Ce qui se passe, c'est qu'ils rangent les collecteurs par leur capacité à collecter des impôts sur leur cercle, sur leur endroit géographique, leur zone géographique auquel ils sont alloués, après avoir contrôlé par les caractéristiques du cercle, évidemment. Donc chacun reçoit un score, s'il collecte bien les impôts ou pas trop bien. Et ensuite, ils peuvent choisir leur poste en fonction de là où ils sont, par ordre, premier, deuxième, etc. Alors, ce système-là ne produit pas forcément des incitations, parce que si tout le monde a des idées différentes sur là où ils veulent aller, comme dans le panel B, là, tout le monde veut aller dans des endroits différents, donc de toute façon, il n'y a pas de raison de faire un effort, puisque même si vous êtes dernier, comme les gens avant vous veulent aller chez eux, que tout le monde veut aller chez soi, et que le chez soi, c'est des endroits différents, vous aurez la possibilité d'aller chez vous de toute façon. Donc ce n'est pas forcément un système qui a des incitations, ça n'a des incitations que si tout le monde veut aller plus ou moins au même endroit. Si tout le monde veut aller plus ou moins au même endroit, comme ici dans le cas bleu, dans ce cas-là, tout le monde va essayer d'être premier pour pouvoir avoir accès à cet endroit-là. Donc ce n'est pas évident que ça marche. Mais ce qu'ils font, c'est qu'ils rangent les gens, ils leur demandent en fait, ils demandent aux gens a priori où est-ce que vous voudriez aller. Donc ça c'est là où ils aimeraient bien, ils demandent pardon, où ils voudraient aller et où ils comparent, la distribution de où ils voudraient aller par rapport à la distribution qu'on aurait si c'était aléatoire. Et ce qui montre, c'est que c'est plus concentré qu'une distribution aléatoire, c'est-à-dire que les gens ont tendance à vouloir aller dans le même type d'endroit. Il y a des endroits qui sont plus souhaitables que d'autres. Du coup, on a une situation où ça vaut le coup d'exercer un effort parce que vous pourrez être placé dans cet endroit. Donc où est-ce que les gens veulent aller ? Ils veulent aller dans les endroits, dans les villes, là où c'est plus central, où il y a plus de gens, etc. Et donc du coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent l'année d'avant ces placements, où les gens doivent travailler pour avoir le meilleur rang possible. Donc c'est année 1 et l'année 2 où le système est annoncé, mais dans les deux cas, c'est ce que vous faites pour travailler bien, pour être bien rangé, pour avoir le transfert que vous voulez. Et dans les deux cas, ils trouvent une augmentation importante de l'effort, c'est-à-dire de l'argent collecté, encore plus dans la deuxième année que la première, sans doute parce qu'ils ont commencé à comprendre comment le système fonctionnait. Le problème, c'est qu'est-ce qui se passe après, une fois que tout le monde a son cercle ? Parce que du coup, le gouvernement perd la flexibilité d'attribuer les meilleures personnes aux meilleurs endroits. Dans ce contexte, ce n'est pas un problème parce qu'il se trouve que les meilleurs agents veulent plus que les autres, les endroits qui sont plus grands et où donc il y a plus de recettes à collecter. Donc, dans ce cas-là, il se trouve que ce que les gens veulent correspond à peu près où là où le gouvernement voudrait mettre les gens, mais ce n'est pas forcément le cas. Et donc on perd cette marge-là. Et l'autre marge qu'on perd, c'est qu'une fois qu'ils sont alloués, le risque, ce serait que tous les collecteurs veulent être alloués à l'endroit qui est le plus... là où ils peuvent avoir le plus de pots de vin possible, et qu'après, dès qu'ils sont assignés là, ils se mettent immédiatement à traire la vache le plus rapidement possible. Donc c'est ça, c'est pas un système qui est forcément parfait, mais ça montre qu'il y a de la possibilité à l'intérieur de ce système.
Toujours sur des problèmes de plomberie, on pourrait se poser la question justement de la flexibilité. Est-ce qu'il faut donner plus de flexibilité aux agents ou plus de règles? L'avantage de la flexibilité, c'est qu'ils ont peut-être de l'information que le gouvernement ne possède pas. L'avantage des règles, c'est que ça peut leur éviter justement de s'entendre avec les propriétaires. On voit bien que par exemple dans un système comme celui du Pakistan, il y a beaucoup de flexibilité et cette flexibilité peut être utilisée pour, dès qu'on intéresse un peu plus les collecteurs, ils collectent plus, ça montre bien qu'il y a de la marge. Donc, est-ce qu'on pourrait simplement remplacer cette flexibilité complètement pour éviter les ententes entre les contribuables et les fonctionnaires? Il y a des chercheurs français, donc Justine Kelbelman et Victor Pouliken, qui ont travaillé avec le gouvernement de Dakar, la ville de Dakar, qui avait un système de collecte des impôts extrêmement sommaire, un petit peu, pas comme à Kananga, mais enfin quand même pas excellent. 61 000 des propriétés sur 370 000 étaient enregistrées au départ pour pouvoir payer l'impôt. Donc on voit bien qu'il y a de la marge, il y a un réservoir. En plus, la ville a quand même énormément changé, donc probablement le registre a une petite structure, sur le registre, il y a une petite structure de une pièce, et maintenant c'est une maison de 10 étages qui rapporte beaucoup plus en termes de loyer, etc., qui devrait être imposée. Bref, la ville voulait refaire entièrement le registre des propriétés à Dakar pour pouvoir imposer les gens correctement. Et donc, ce qu'ils ont fait, les chercheurs ont travaillé avec le gouvernement pour préparer, en fait, préparer et pré-enregistrer un système de collection des données sur les propriétés. Donc, vous voyez la tablette, et puis après, ils envoient des individus pour vérifier les informations qu'ils ont. Certaines venant de photos, de registres administratifs, etc. Donc, il y a quelqu'un qui vient physiquement sur la propriété. Et donc, leur expérience, c'est que dans un cas, c'est le système, disons, traditionnel, où la personne arrive, discute avec le propriétaire, fait une visite et donne une estimation de la valeur du bien. Et dans le deuxième cas, tout est déjà tout est déjà dans le système. Le système sait, à cause, par exemple, des permis de construire, de la taille de la propriété dans un survey aérien, etc. Ils ont une idée de quelle est la valeur de ce bien, nombre de pièces, etc., et combien il coûte. Et c'est ça que le système propose. Ensuite, la personne peut changer s'il veut, mais il a une proposition qui lui est faite par le système. Et si la personne veut changer, si le fonctionnaire veut changer, il doit expliquer pourquoi. Par exemple, ah non, il n'y a pas 5 pièces, il n'y en a que 4. Donc voilà, pour comparer les propriétés à Dakar, propriétés pas chères, propriétés moyennes, propriétés chères. Et voilà le plan, quelqu'un arrive avec son plan, et donc ils ont soit une flexibilité, soit leur logiciel leur indique. Qu'est-ce qu'ils trouvent? Donc, on a la corrélation entre la valeur de la propriété en termes de valeur de marché qui est évaluée par une agence d'immobilier. Ils comparent la valeur qui est rapportée par le fonctionnaire ou par le système ou par le système corrigé par le fonctionnaire. Donc la valeur qui est reportée par le système, c'est celle-là. Il n'y a personne qui... Là, c'est juste ce qui est reporté dans la database. Ça, c'est exactement égal à la market value, qui est faite séparément par quelqu'un qui vient et qui a une agence d'immobilier qui le fait séparément. Donc en fait, il se trouve que là, la base de données, en fait, ils ont suffisamment d'informations dans la base de données pour mécaniquement évaluer les propriétés. Quand ils demandent aux fonctionnaires de faire l'évaluation elle-même, les fonctionnaires en général sous-évaluent les propriétés. Donc ça, 1, c'est la valeur de la propriété, disons. Ils sont tous en dessous de 1.
Donc ils ont tendance à sous-évaluer les propriétés, particulièrement pour les propriétés qui coûtent les plus cher. Donc, en général, ils sous-évaluent, et ils sous-évaluent de manière régressive, c'est-à-dire la pente est moins de 45 degrés. Ils sous-évaluent particulièrement les propriétés qui coûtent les plus chères, et pas tant que ça les propriétés qui coûtent les moins chères. Donc, ils sont régressifs par rapport à un système mécanique. Quand on a un système rule-based, c'est-à-dire le logiciel propose quelque chose qui est ensuite corrigé, il y a aussi une sous-évaluation au top et en fait une surévaluation des moins riches par rapport à la valeur de marché, mais c'est plus progressif et plus proche de la réalité. Et ce qui est le plus proche de la réalité, c'est les rule-based qu'il faut un petit peu corriger pour les propriétés les moins chères, qui ont tendance à être surévaluées. Mais donc on voit qu'en fait, les fonctionnaires ont tendance à être, d'une part, ne pas lever assez d'argent, on l'avait vu le Pakistan, mais en plus le faire de manière régressive. Donc la technologie peut aider. Donc certains des problèmes des impôts pourraient en principe être réglés par une utilisation plus systématique de la technologie. On a plus de données aujourd'hui qu'on en avait avant. Les transactions, que ce soit pour les propriétés, comme on a vu là, donc on peut utiliser des drones, on peut utiliser les données administratives diverses et variées, s'assurer qu'elles se parlent entre eux, que les différentes bases de données se parlent entre eux pour arriver à un système de valorisation des propriétés qui soit plus correct et plus juste. Dans le reste du système aussi, donc dans la TVA, il pourrait y avoir le système de vérification, contre-vérification automatique, comme il y a au Brésil. Ça nous éviterait le système Uganda où il n'y a qu'un tiers des gens qui reportent le nombre correct. Et en général, dans la vie, le fait que les gens passent du cash, où tout est un peu potentiellement sous la table, à des transactions financières électroniques, qu'elles soient par les paiements par téléphone, par les comptes en banque, etc., introduit beaucoup plus de visibilité dans le système qui permettrait en principe de taxer de manière beaucoup plus transparente et donc progressive. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur l'effet de la technologie ? Donc, au Rwanda, ils ont introduit des machines de facturation électronique, donc on ne peut pas acheter quelque chose sans avoir un reçu automatique. Et donc voilà le reçu. Il y a eu une forte augmentation du nombre de ces reçus. Les effets sont positifs, dépendent un petit peu des secteurs, ne sont pas extraordinairement énormes. Au Tadjikistan, une déclaration d'impôt électronique. Les gens... donc maintenant, les gens, c'est un petit peu comme quand nous, on est passé à la déclaration d'impôt pré-remplie, on n'a pas grand-chose à faire, etc., et c'est déjà fait. Au Tadjikistan, ça a été fait pour les entreprises dans le cadre d'une expérience, ce qui trouve que ça fait gagner beaucoup de temps aux contribuables. C'est probablement l'expérience, j'espère que c'est l'expérience que vous en avez eue quand on est passé à la déclaration pré-remplie en France. Mais par contre, ça ne fait pas vraiment gagner beaucoup plus d'argent au fisc. Sans doute parce que ceux qui ont intérêt à changer leur déclaration prennent le temps de le faire. Au Rwanda, les machines à reçu électroniques, ça dépend des secteurs. Dans les secteurs les plus... en fait, c'est les secteurs moyens, là où les potentiels d'évasion ne sont pas trop élevés, mais en même temps pas trop faibles, où on voit un effet. Mais c'est peut-être pas au niveau nécessairement de ce qu'on aurait pu espérer, ou ce qu'on pourrait espérer sur la technologie, donc ce n'est pas vraiment une solution à tout. Là, on voit un effet colossal, c'est quand on passe d'une économie essentiellement basée sur le cash à une économie beaucoup plus digitale. Ça s'est passé en Inde de manière extrêmement brutale pendant la démonétisation en novembre 2016, où tous les billets ont été remplacés d'un jour à l'autre par d'autres billets. Et au passage, les instruments de paiement, beaucoup de gens sont passés à des instruments de paiement automatiques. Et en particulier, il y a un système de compte à compte, un petit peu comme les transferts Paylib, etc., qui marche très bien, que les gens utilisent beaucoup.
Et donc aujourd'hui en Inde, on a une économie qui est passée très très rapidement d'une économie essentiellement cash à une économie largement virtuelle, beaucoup plus virtuelle qu'avant. Vous voyez une augmentation très forte des transactions qui sont faites électroniquement avec un système et qui sont donc enregistrées. Il y a plus de machines qui enregistrent les transactions, etc. Et une explosion des paiements de taxes à la consommation. Donc, de manière générale, donner à chaque personne du monde un compte en banque, leur donner les moyens d'utiliser ces comptes en banque pour faire leurs transactions et peu à peu diminuer l'importance du cash dans les économies, c'est un moyen d'avoir une transparence financière qui permet donc d'avoir un système fiscal qui a une base uniforme. Et on pourrait dire, oh, ça s'applique essentiellement, ça va toucher essentiellement les pauvres qui vivent essentiellement en cash, mais ce n'est pas vrai, parce qu'il y a énormément de transactions qui sont faites parmi les plus riches, comme les achats de maisons, etc., qui se font à valise de cash échangée. Si c'est plus possible dans un système, parce que maintenant tout se fait par transaction financière, du coup ça ouvre quand même beaucoup plus de possibilités de transparence sur ce que les gens dépensent et donc de possibilités de les imposer. Ce qui nous amène à la dernière chose dont je veux parler aujourd'hui pour clore, c'est le sujet de taxer les plus riches. Parce que là, je vous ai montré en grand détail comment on pouvait lever un petit peu plus d'argent sur les plus pauvres, enfin sur tout le monde dans l'économie, pas juste les plus pauvres, mais c'est quand même les riches qui ont de l'argent. Donc on se dit que combattre l'évasion fiscale au sommet, c'est potentiellement là qu'il y a le réservoir le plus important pour ces pays-là. Le problème, c'est quel est ce réservoir, comment mesurer la richesse, quel est l'objectif, quel est le target, quelle est la cible, comment mesurer la richesse cachée. Alors c'est quelque chose sur lequel Gabriel Zucman a fait énormément de travail en utilisant les audits, les amnisties, je vais vous parler qui sont des épisodes où tout d'un coup les gens ont intérêt à déclarer leur richesse cachée parce qu'on leur dit si vous déclarez maintenant, tout est pardonné, donc ça permet tout d'un coup de jeter un projecteur sur la richesse qui existe dans un pays. Les fuites, donc comme les Panama Papers, qui était une grosse fuite du paradis fiscal des Panama, la fuite sur les dossiers du Luxembourg plus récemment, et les statistiques macro, donc réconciliation de différents comptes nationaux. Au total, si on fait tout ça, donc c'est le travail de Gabriel Zucman, là, il y a 8% du PIB mondial qui se trouve dans les paradis fiscaux. C'est un gros chiffre. 18% du PIB africain qui se trouve dans les PIB fiscaux. Donc, proportionnellement, l'évasion fiscale est plus importante dans les pays pauvres que dans les pays riches, 12% en Europe. Vous vous demandez comment la moyenne est 8, c'est parce qu'en Asie, c'est très faible en fait. Donc vous voyez ici différents pays pauvres où il y a de l'évasion fiscale importante, que ce soit en pays où il y a des pauvres, en Argentine, au Venezuela, en Afrique du Sud, en Thaïlande, en Colombie, une forte fraction du PIB qui se trouve cachée dans les paradis fiscaux. À l'intérieur de chaque pays, probablement sans surprise, c'est surtout les plus riches qui ont des ressources cachées. Donc là, il y a un papier de Londonio Vélez et Tortarolo qui utilise une amnistie en 2016 où le gouvernement argentin a justement dit déclarez donc vos revenus, aucun impôt pas de poursuite. Et aucun impôt ne sera levé sur ce que vous déclarez aujourd'hui, ce que vous nous déclarez aujourd'hui. Donc tout d'un coup, tout le monde a déclaré les ressources qu'ils avaient, parce que c'est quand même plus pratique si on peut avouer qu'on a quelques ressources pour les rapatrier, etc. Et donc tout d'un coup, 2016, l'amnistie de 2016, 255 000 Argentins admettent avoir des biens cachés après une amnistie. 80% de ces fonds sont à l'étranger. Et on les retrouve surtout une forte augmentation parmi les plus riches, le top 0,1%,
le top 0,001%, le top 0,5%, etc. Même en dessous, entre le pourcentage 98 et 99, il n'y en a essentiellement pas. Donc tout le monde cet argent, essentiellement, sans surprise peut-être, vient des plus riches et des plus riches des plus riches. Il y a beaucoup d'argent caché. Il y a aussi de l'argent caché sous forme immobilier. Donc l'immobilier offshore représente des milliards de dollars, rien qu'en Inde, 30 milliards de dollars. Et la valeur en fonction de fraction du PIB est aussi relativement important. Pour certains pays pauvres, plus de 5% du PIB se trouve dans l'immobilier à Dubaï. Par exemple, 4,5% du PIB de l'Érythrée, presque 5% du PIB du Yémen, à 7,8% du PIB de l'Afghanistan se trouve à Dubaï. Donc il y a de l'argent qui s'évade, c'est pas tellement surprenant, et malheureusement l'évasion fiscale répond aux impôts, de manière qu'à Kananga les gens payent moins d'impôts quand les impôts sont plus importants. C'est vrai aussi pour les plus riches. Donc c'est un autre papier de Juliana Londono-Véliès qui regarde cette fois ce qui se passe en Colombie grâce aux Panama Papers. Donc en fait, elle étudie les ressources elle regarde l'argent qui est à Panama. Et ce qu'elle montre, c'est que en Colombie, les taux d'impôt sautent de manière discrète quand votre richesse passe un certain seuil. En général, ce n'est pas comme ça que les systèmes sont, il n'y a pas de saut discret, mais enfin en Colombie, c'est fait comme ça. Donc il y a des gros sauts. Et ce qu'elle regarde, c'est qu'est-ce qui se passe sur les déclarations fiscales autour de ces gros sauts. Et quand on passe de pas de taxe à une taxe, tout d'un coup, juste à gauche du seuil, il n'y a plus personne. Il y a un énorme, ce qu'on appelle du bunching. Il y a un énorme bunching du nombre de personnes qui reportent avoir exactement 1000 où l'impôt commence, et à nouveau à 2000 où on passe de 1% à 1,4%. En 2009, la loi a changé, ce qui fait qu'il n'y avait plus de sauts à 1000 et ce bunching s'efface complètement, ce qui montre bien que c'était une réponse au système fiscal. Cet argent, on le retrouve où? On le retrouve à Panama, dans les Panama Papers. Et en Colombie, il y a eu une augmentation du taux d'imposition de la richesse en 2010. Et on voit un énorme saut de l'argent qui se trouve à Panama juste au moment de ce saut. Donc malheureusement, ça complique un petit peu les choses. Les contribuables qui sont soumis à la taxe sur la richesse ont plus de chances de s'échapper fiscalement. Du coup, sans réforme de l'administration, imposer les riches est difficile dans les pays pauvres. On a vu que cette expérience à Kananga, que si on impose un taux plus important d'impôt, on peut finalement perdre en recettes fiscales. Bon, c'était dans la situation un peu exceptionnelle de la République démocratique du Congo. Mais il y a un article de Vassim qui montre la même chose au Pakistan, où une augmentation des impôts de taux d'imposition de jurés réduit à une diminution des recettes fiscales à cause de l'évasion fiscale qui explose, et en particulier aux fuites de capitaux. Donc est-ce que c'est désespéré ? Pas forcément, puisque justement en Argentine, quand il y a eu cette amnistie, du coup les gens ont commencé à déclarer leur richesse. Et une fois qu'ils ont déclaré leur richesse, il y a beaucoup de gens qui avaient leur revenu à l'étranger, leur richesse à l'étranger. Ils l'ont laissée à l'étranger, mais au moins elle était déclarée comme étant présente. Donc ils l'avaient à l'étranger pour d'autres raisons aussi. Si j'avais de l'argent en Argentine, je pense que je le mettrais aussi à l'étranger. Même bien que je payerais mes impôts. Donc ils laissent leur argent à l'étranger, mais maintenant il est connu pour étant à l'étranger. Donc en fait, les gens peuvent être imposés dessus. Et en fait, ce qui s'est passé après cette réforme de 2016, après cette amnistie de 2016, c'est que le gouvernement, bon an mal an, s'est mis à augmenter l'impôt sur la richesse, puisqu'il l'a devant lui. Et non seulement il a augmenté l'impôt sur la richesse, mais comme ça venait d'une amnistie, ils ont les informations, et du coup,
les impôts ont augmenté. Alors, ils ont perdu les impôts au départ, puisqu'ils ont dit qu'ils n'imposeraient pas les richesses qui étaient déclarées. Mais comme ensuite ils ont augmenté l'impôt sur la richesse, et bien, dans les années qui ont suivi, ils se sont mis à collecter un impôt sur la richesse, qui montre bien que c'est faisable, c'est pas impossible. Alors, qu'est-ce qui a permis, pourquoi l'amnistie a marché en 2016 en Argentine? Parce que qu'est-ce qu'ils pouvaient dire à leurs contribuables? Ils pouvaient dire, vous nous dites combien vous avez, ou alors on le saura de toute façon. Et pourquoi ils pouvaient dire ça? Parce qu'un accord a été passé en 2016 sur les transferts automatiques d'informations entre les différents systèmes bancaires. Donc, cette amnistie de 2016 en Argentine, suivie des augmentations d'imposition sur la richesse en Argentine, qui a mené à des recettes considérables pour le gouvernement, a été faisable grâce à cet accord de coopération internationale qui montre que ça doit se faire pour ce qui s'agit de l'évasion fiscale, comme ça, au sommet, qui est vraiment une question d'optimisation, d'envoyer ses sous comme ça dans les différents paradis fiscaux, ça ne peut se faire qu'avec une coopération internationale importante. Même si les États font de gros efforts pour introduire, administrer leur TVA, leur impôt sur leurs petites entreprises, etc., ils n'arriveront pas à lever beaucoup d'argent en comparant avec arriver à imposer leur grosse fortune. Et ça ne peut se faire qu'en collaboration internationale. C'est possible. Ce traité d'échange d'informations le montre. L'effort de l'OCDE pour une taxation minimum des corporations le montre. Mais ce n'est pas encore complet. D'abord, beaucoup de pays pauvres ne participent pas. Aujourd'hui, la plupart des pays les plus pauvres ne participent pas à ces échanges automatiques d'informations. Donc, pour l'instant, ça ne concerne pas les pays les plus pauvres. Et l'immobilier est exclu. Et comme on a vu, beaucoup de la richesse se trouve sous forme d'immobilier à Dubaï. Donc, il y a encore des choses à faire là-dessus. Mais on a quand même des pistes qui montrent que c'est faisable et que donc ça demande, mais ça demande vraiment, c'est des choses qui ne peuvent se faire que en collaboration étroite entre les gouvernements des pays riches et les gouvernements des pays pauvres, et évidemment les paradis fiscaux eux-mêmes. Voilà, donc on va en rester là pour aujourd'hui, et la semaine prochaine... Bonne semaine.